Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Christian Mallet. Regard sur le monde sibérien. Ce titre ouvre sur tant de bouleversements subis au cours des temps par ce pays immense qui s'étend de l'Oural au Pacifique, du Bas-Amour à l'Arctique, qu'on est en droit de s'interroger. Notre travail aura valeur de témoignage, à chacun de tirer de ses expériences sur le terrain des propos, des faits, un épisode emblématique du pays et des hommes. L'essentiel était bien de partager des observations singulières, de fixer des instants uniques de vie. La Sibérie en question. Le pays pose de nombreux problèmes de par son immensité même, qu'on peut préciser à 13,1 millions de km², contrastant avec son très faible peuplement évalué à 33,78 millions soit 2,78 habitants au km². Les données physiques en sont globalement connues ne serait-ce que par des clichés tels que terre des extrêmes, des contrastes, reposant néanmoins sur une réalité tangible, ne pas oublier qu'elle fut terre de déportation depuis 1582, et pis encore de goulag. Le climat explique tout ou presque. Le pôle du froid de l'hémisphère boréal, soit 67,8 degrés Celsius, a été observé en Iakoutie. À Veroyansk, petite ville située sur le fleuve Jana, par 67 degrés 33 minutes 12 secondes de latitude nord, donc polaire, et 133 degrés 23 minutes 10 secondes de longitude est altitude de 127 mètres. 5 et 7 février 1892. À Ormiakon, village le long du fleuve Indigirka, par 63 degrés 27 minutes 39 secondes de latitude nord, donc subpolaire, et 142 degrés 47,09 de longitude est altitude de 741 mètres. 6 février 1933. Le record mondial d'amplitude thermique annuelle y fut observé à 105 degrés Celsius entre les deux extrêmes, hivernal, 67,8 degrés Celsius et estival 37 degrés. Le climat polaire est caractérisé par un abaissement de la température avec des hivers particulièrement longs, jusqu'à 8 mois, et froids. Sa limite est représentée par la ligne de Köppen, l'isotherme de 10 degrés Celsius pour la moyenne du mois le moins froid. Elle correspond à peu près à la limite de la présence d'arbres. Sur le terrain, la toundra forestière en fournit une belle représentation. L'origine du froid. L'abaissement considérable de la température aux hautes latitudes est provoqué par la nette diminution de l'angle d'incidence du rayonnement solaire, respectivement de 46 degrés 54 sur le cercle arctique et de 23 degrés 26 au niveau du pôle Nord. Il en résulte une perte de chaleur considérable, encore accrue du fait de l'albédo, qu'on peut définir par la réflexion du rayonnement sur le sol glacé ou enneigé. Il y a réflexion mais sans absorption, d'où le déficit calorique. Il faut encore ajouter la nuit polaire qui survient l'hiver et entraîne une perte de chaleur conséquente. Permafrost, pergélisol et merslota. Le froid se manifeste encore par l'existence d'un phénomène d'une importance considérable qu'on ne rencontre que dans les hautes latitudes, comme ici en Sibérie et dans les hautes altitudes, dans le domaine alpin. On l'appelle permafrost en anglais, pergélisol en français et merslota en russe. Il désigne un sol gelé de manière permanente, d'où le nom, la durée pouvant aller de 2 ans à des millénaires. L'origine de ce froid est tellurique, reliquat des grandes glaciations qu'on rencontre dans les zones polaires et subpolaires, aussi bien en Alaska, au Canada, au Groenland, etc. Sa profondeur est variable, de plusieurs centaines de mètres à plus de 1000 en Iakoutie. La fonte accélérée du pergélisol sibérien, que l'on observe également dans le reste de l'Arctique, représente une mutation redoutable. Une augmentation même minime de la température annuelle de Yakoutsk inquiète à juste titre l'Institut du permafrost, car même s'il n'y a pas fusion, le différentiel de réchauffement entre couches superficielles et profondes va avoir une répercussion sur les superstructures, en particulier immobilières. C'est ainsi que des villes entières de Sibérie, qui reposent sur des fondations rocheuses gelées à plusieurs centaines de mètres de profondeur, sont menacées. Le réchauffement climatique a entraîné des manifestations thermokarstiques par fusion du pergélisol. Les conséquences sur la taïga sont des affaissements superficiels, les alas. Les arbres dont les systèmes radiculaires sont menacés par des coins de glace en profondeur qui progressivement les refoulent, les font tomber, aboutissant à la formation d'une forêt ivre, les arbres disparaissent. Ils sont remplacés par une cuvette appelée talique, qui formera un lac.
La déforestation peut prendre des formes redoutables, rapides, et favoriser ultérieurement la survenue de feux dévastateurs. Autre conséquence aggravante sur le climat, un phénomène appelé boucle de rétroaction. Le dégel du pergélisol favorise le développement de bactéries, soit des méthanobactéries qui libèrent du méthane des marais CH4 et du dioxyde de carbone CO2, des protéines, des aminoacides, des carboxylations oxydatives. Méthane et dioxyde de carbone sont des gaz à effet de serre. Le pergélisol pourrait émettre 1,5 milliard de tonnes annuelles de méthane. Il en résulte un véritable cercle vicieux, ces gaz pouvant à leur tour réactiver la fusion, etc. Par ailleurs, selon une étude en 2018 de Calengin, le pergélisol arctique serait devenu le plus grand réservoir de mercure, Hg, environ 1,7 million de tonnes. Sur le plan géographique, et en allant d'ouest en est, on peut distinguer 3 parties en Sibérie. La plaine de Sibérie occidentale, Zapadno-Sibirskaya Ranina, du piémont de l'Oural à Ienisseï. Le plateau de Sibérie centrale, Srednezibirskoe Ploskogoe, de l'Ienisseï à la Lena. Les massifs montagneux de la Sibérie orientale, de la Lena à la Tessékou-Kotka et au Kamtchatka. Dans un sens nord-sud, on a également 3 zones. La région polaire qui s'étend du pôle Nord au cercle polaire, 66°33 de latitude nord. On peut diviser cette région en 2 parties. 1. Le domaine glaciaire proprement dit, représenté par les Inland Sea ou volumineux glaciers continentaux qui naguère paraissaient immuables, Groenland, Antarctique, les glaciers de montagne, la banquise de l'Arctique et de ses 5 mers bordières, Barents, Kola, Laptev, Sibérie orientale et Tchoukch et de nombreux archipels. 2. Le domaine continental peut être à son tour subdivisé. En haut la toundra, prairie arctique dont le couvert végétal va croître et s'enrichir à mesure qu'on descend en latitude comme en altitude. En bas, la taïga, forêt boréale continentale, faite de pins et mélèzes, essence exigeant des conditions édaphiques particulières, podzol, lui permettant de résister au froid extrême, notamment en Yakoutie avec des moyennes thermiques de janvier à 40°-60°C. La région tempérée des prairies et des steppes. Plus méridionale encore, steppes et ou grandes prairies. À la fin du XIXe siècle avec l'arrivée des colons russes et ukrainiens, la nature était très giboyeuse et particulièrement riche en espèces à la fourrure précieuse comme la zibline, Marthe ziblina, dont à l'époque des tsars on fit un commerce aussi lucratif qu'abusif, au point que l'espèce faillit disparaître. Premier contact de la Russie avec la Sibérie. Étudier sommairement un pays comme la Sibérie ne saurait se limiter à des considérations climatiques. L'histoire de sa conquête par les Russes est essentielle, sans négliger la dimension humaine qui est éminemment riche et complexe. Plusieurs auteurs, historiens déclarés de la Sibérie, ne font partir ses relations avec les Russes et les Novgorodiens que depuis le XVIe siècle et le règne d'Ivan IV le Terrible. Les expéditions des Novgorodiens au-delà de l'Oural furent pourtant notées dès le XIe siècle, 1032, 1079, 1096 et se poursuivirent au XIIe, 1169, 1187, 1193. Parmi les légendes et les textes anciens relatant les voyages des Varegs et des Russes de Novgorod au-delà de l'Oural, la chronique des temps passés, Povesti Vremeni Let, est celle qui nous donne le plus de précision. Encore appelée chronique de Nestor du nom du moine qui en avait entrepris la compilation en 1096, elle nous apprend que le pays jusque-là plus ou moins mythique appelé Yougra existerait vraiment. D'après le récit d'un esclave, situé dans le nord, il confine au pays des Samoyèdes. Les Novgorodiens rapportent que ces gens sont toujours en quête de fer. La légende rapporte qu'Alexandre le Grand aurait franchi l'Oural et atteint Yougra, dont les habitants parlaient une langue morte. Si la domination mongole avait tenu la Russie moscovite à l'écart de l'Oural et de la Sibérie pendant plus de 3 siècles, les chutes successives de Kazan 1552, puis d'Astrakhan 1556, sous le règne d'Ivan le Terrible levèrent les derniers obstacles. Désormais, le tsar pouvait ajouter à ses titres celui de souverain des terres sibériennes et des pays du Nord. Les expéditions des Novgorodiens vont s'accroître pendant 4 siècles. Les mutations historiques de la Russie. Les autochtones qui vivaient en Sibérie depuis plusieurs millénaires subirent une succession de chocs culturels et autant de mutations, certes inégales, mais qui devinrent parfois ethnocidaires. La prise de Kiev par les Tatars, 1240,
qui marqua le début d'une domination de la Russie du Nord et devait durer 238 ans, a pu momentanément ralentir les contacts. À la différence de Novgorod qui était libre, n'ayant jamais été dominé par le joug mongol, en russe tatarsko-jigo littéralement le joug tartare, et avait repris au XIVe siècle ses expéditions au-delà de l'Oural, 1323, 1329, 1357, 1364. Les conversions à l'islam s'observèrent dès le 7e siècle chez les Bulgares, ou Bulgares, peuplade turque vivant dans les steppes de la Russie méridionale qui avaient remonté le cours de la Volga. Ils avaient créé au Haut Moyen-Âge un État turc musulman, rendu célèbre par l'intensité de son activité religieuse et intellectuelle. Ibn Faslan, envoyé auprès d'eux par le 18e calife abbasside Al-Mukradir 908 à 932, en donna la description la plus complète. L'invasion des Mongols au XIIIe siècle le fit disparaître dès 1236 ou 1237. Les envahisseurs détruisirent sa capitale, annexèrent son territoire à l'état Gengis Khanite d'où allait naître la Horde d'Or. La fin du joug tartare, 1478, allait permettre aux Russes de reprendre leur campagne. En 1574, Ivan IV concéda aux frères Stroganov de nouvelles terres au-delà de l'Oural. Un mercenaire, le cosaque Ermak, au service de ses négociants, va inaugurer en fait la pacification de la Sibérie par sa victoire sur le Khan Kouchoum le 23 octobre 1583. Hélène Carrère d'Ancos nous livre cette réflexion. 3 siècles d'invasion mongole, la révolution russe et ses 75 ans d'autarcie. Ces diverses mutations sont extrêmement difficiles. C'est la raison pour laquelle la Russie représente pour nous une énigme que nous avons intérêt à comprendre. Où la notion de progrès pose problème. Il est prudent de s'interroger sur les implications dangereuses, un rien ethnocentriste que peut parfois impliquer la notion même de progrès. Claude Lévi-Strauss, tout en se défendant d'avoir jamais cherché à détruire l'idée de progrès, en proposait une prudente définition. La faire passer du rang de catégorie universelle du développement humain à celui de mode particulier d'existence propre à notre société, et peut-être à quelques autres, quand elle essaye de se penser elle-même. Mutation et résilience. On pourrait épiloguer sans fin sur le fatalisme du peuple russe, et tout ce qu'on a pu exhiber comme cliché sur ses défauts qui seraient une entrave au progrès, alors que sur le terrain on reste souvent émerveillé devant sa vivacité d'esprit, son efficacité. Ne jamais oublier, quand on vit dans le pays la question ne se pose même pas, les conditions climatiques extrêmes d'une grande partie de la Russie, la Sibérie en offrant les plus rudes exemples. Rien ne vaut pour s'en convaincre que de partager leur existence. On appréciera leur sens de l'hospitalité, leur courage au quotidien, et surtout, on se gardera de juger hâtivement, de donner des leçons. La petite anecdote qui suit est instructive à plus d'un titre. Tchersky, en 1997, n'est plus ce qu'elle fut pendant l'âge d'or de la déportation. Naguère, à l'époque où le goulag faisait le plein de prisonniers, politiques bien sûr, mais pas seulement, car dans ce milieu d'une exceptionnelle promiscuité, les idéalistes de toute obédience qui s'y trouvaient malgré eux avaient l'occasion de côtoyer criminels, voleurs, trafiquants, asociaux de diverses qualités pour le pire, pour le meilleur plus rarement. Du point de vue des responsables de l'ordre socialiste, le bagne représentait une main-d'œuvre corvéable à merci dont on pouvait exiger des efforts pharaoniques. En place de pyramide, on réalisa à la barre à mine un travail titanesque, transformant la Tchoukotka en un véritable gruyère, en vue d'y entreposer, au pire, un arsenal militaire. Pour le cas où les Américains auraient nourri l'ambition absurde d'envahir l'Union soviétique à partir du détroit de Bering, au mieux, une immense armoire frigorifique, ce qu'est finalement devenu ce chef-d'œuvre carcéral dont l'énormité n'avait d'égal que l'inutilité. Rien ou presque. La quasi-totalité des galeries est restée inoccupée. Les pêcheurs de saumon et les chasseurs de mammifères marins, qui sont souvent les mêmes, y entreposant les aliments périssables, car il y règne toute l'année, pergélisol oblige, une température voisine de -18°C. Or, notre petit port constituait un abri rêvé pour la flotte qui empruntait la grande voie maritime du Nord, alors en pleine activité tant que la banquise ne venait pas en interdire l'accès. On peut encore y contempler quelques vestiges de sa splendeur passée, immeubles en béton, d'autres plus nombreux en bois, une stolovaya qui faisait à l'occasion office de boîte de nuit,
un petit cinéma et même un grand magasin, où l'on vendait de tout dans une présentation soviétique typique qui était un orgueilleux défi au bon goût, mais ne pimentait guère la recherche d'une bien improbable perle rare. Quel vent de sourde révolte agite cette année-là les âmes russes, d'ordinaire si paisibles et fatalistes comme il se doit. Rien à voir avec nos précédentes visites en 1991 et 1993. La ville semble désormais hors du temps. Plus de chauffage urbain, plus de pain, plus de bus, plus d'eau. On s'interroge, on interroge et la réponse tombe, grève générale. Impensable naguère en terre socialiste, vitrine vivante des félicités bolcheviques qui firent longtemps rêver les prolétaires du monde entier, pas toujours les mieux renseignés. La grève, arme redoutable des masses opprimées contre le système capitaliste, était inimaginable dans ce paradis communiste autoproclamé. La raison ? Cela faisait 2 ans que les fonctionnaires, c'est-à-dire tout le monde ou presque, n'avaient pas été payés. On peut comprendre qu'après la chute du régime soviétique l'économie fut à repenser. Il régnait un tel chaos que le pire était à envisager. Alors, comment réagissait la population ? L'eau courante ? Ce n'est pas grave, il y a la Colima qui n'est point encore gelée. Son eau n'est pas potable, mais celle qui sort du robinet en Russie non plus. En témoignent les masses de coton hydrophile dont on emmitoufle les robinets en guise de filtre et qui virent au rouge ocre. Elle est ferrugineuse et dégage une odeur d'œuf pourri, SH2. On la fera bouillir. Le chauffage. Eh bien, on se couvre. Ce n'est pas le froid qui fait peur aux Sibériens capables subir allègrement les 30 degrés Celsius le bus ? Les voitures sont rares, la bicyclette moins, tant pis on se déplace à pied. L'alimentation ? Les quelques boutiques encore ouvertes sont dévalisées, mais il existe un petit marché privé, alimenté parce que chacun peut se procurer à la pêche, à la chasse, au braconnage, ou encore grâce aux parcelles dont on dispose pour faire pousser quelques pommes de terre, des tomates cerises dans les intérieurs quand ils sont bien chauds. Une marchande d'œufs, dont la qualité ordinaire est professeur d'allemand, vend la production de son poulailler personnel. Pour le lait, le beurre, là où il y a des yakoutes, on ne risque pas de manquer. Ce n'est pas vraiment la disette, mais il n'y a plus d'argent. Qu'en pense le peuple ? Pas besoin d'enquêter longtemps, il suffit de se rendre à la poste. Une cabine téléphonique se cache dans un coin du bureau, elle est fermée par une porte mais ne possède pas de toit. Dans la salle, le public entend absolument tout ce qui s'y dit. Tant pis pour l'intimité, tant mieux pour le renseignement. Une plantureuse baba, d'âge certain, s'introduit avec peine dans la cabine, s'efforce d'en refermer la porte qui refuse d'obtempérer, elle restera béante. La femme décroche le combiné et commence à hurler dedans. Peut-être sa perception auditive n'est-elle pas parfaite et celle de son interlocuteur non plus. Néanmoins, on comprend sans mal qu'elle appelle son mari. Tout y passe. C'est la grève, y a pas de chauffage, y a pas de bus, y a pas de pain, y a pas de légumes, y a pas d'eau, y a rien dans les magasins, y a pas de sous. À la question supposée du mari inquiet qui va clore cet entretien guère réjouissant. Et toi, comment ça va ? La dame répond très sereine, VSO normalno, en bon français, tout va très bien. On notera que le mot normalno, emprunté au français, a désormais remplacé le légendaire et très russe Nicevo, en français, c'est rien. On peut interpréter de différentes manières cette observation. Y trouver un modèle avéré de passivité, de cet impossible fatalisme slave pour les uns. D'autres y verront le rodage de siècles d'invasion, de domination, de guerre, de privation, de souffrance sans nom, avec pour boucler le tout un climat impossible, on crève de froid en hiver, les moustiques, les taons, les simuli vous dévorent en été. Certes, mais les brefs printemps et automne ? Il y a la Merslota. Eh bien quoi qu'on en dise, cela fait des caractères forts, résistants, généreux, solidaires, humains. On ne plaisante pas, on admire. Présentation des auteurs et des textes. Afin de respecter la dominante de chaque intervention, la publication sera ordonnée en 2 parties, en commençant par les chroniques pour finir par les mutations sibériennes. 1. Chronique sibérienne, un passé très présent. Le passé n'est pas absent de ce travail, et le respect des rites emporte le témoignage par leur célébration. Nous le mêlerons au présent en un contrepoint, avec des textes pris sur le vif. Joël Robert Lamblin, Chronique sibérienne, visiter les morts, une commémoration marquante. Une mission en Basse-Colima en 1997, un lieu de migration de Tchoukts originaire de la Tchoukotka plus à l'est. Tout est prescrit dans le détail.
Une première visite sur la tombe d'une jeune fille, disparue 1 an et demi plus tôt, accompagnée de 2 repas, le premier rituel où l'on nourrit le feu avec 6 produits différents, le second ordinaire que l'on partage avec l'assistance en l'honneur de la défunte. D'après la tradition Tchouktche, on devra rendre visite au défunt ou à la défunte 3 fois par an pendant 3 ans. Après, il ne faudra plus en parler. D'autres cérémonies sont décrites, mais la première fut sans doute la plus belle et la plus riche d'enseignements. Le mode est sobre, apparemment détaché. On en mesure d'autant la profondeur quand on sait l'inconsolable douleur liée de la perte d'une enfant, d'une fille qu'elle adorait, qu'elle appelait chaque jour. Connaît-on encore la surhumaine tradition des parents Tchouktches devenus trop vieux pour nomadiser ? Ils se donnaient la mort ou demandaient à leur fils aîné de les aider à franchir cet ultime pas, afin de n'être plus une charge inutile pour leurs enfants. Clément Jacquemoux, Frisson dans le cœur de l'Asie. Plaisir et épreuve de la recherche de terrain dans l'Altaï. Après un rappel du berceau historique des peuples de langue turque, on comprend pourquoi cette grande famille de langues est dite alaïque, regroupant la famille turco-mongole, la famille tunguso-mandchoue, la famille coréo-nippone, et peut-être la famille Nive, selon certains linguistes. Le cheval est l'animal omniprésent dans l'univers altaïen. On le dresse, on le monte, on le mange bien gras. Il est même sacrifié dans les grandes occasions, mariages ou funérailles. Dans le cœur du cavalier, il compterait plus que sa propre femme. Le cheval est l'animal omniprésent dans l'univers altaïen. Comme tous les peuples de l'Euro-Sibérie, ils ont leurs épopées chantées par les bardes. On songe à cette tradition plurimillénaire qu'on retrouve dans toutes les vieilles cultures, de la Phéno-Scandie à l'extrême-orient du vieux continent. Il évoque les chants de gorge dont nous ont gratifié les Esquimaux, les Tchouktches. Thierry de Lobel-Mailly, Impressions de Sibérie 1990 à 2018. Pas moins de 28 ans, disons une génération humaine, sépare le premier voyage de notre auteur en Sibérie en 1990 du second en 2018. Et il est bien décidé à restituer un certain nombre de choses vues et entendues au cours de ces 30 dernières années en Sibérie, principalement au sein des peuples autochtones. Le 22 juillet 2018, de retour à Novoye-Chaplino, un village Tchoukotka sur le détroit de Bering peuplé d'Esquimaux de Sibérie, signe Yupik plure. Yupijay. Et des Tchouktches, il s'écrie. Quel contraste avec le village que j'ai connu en 1997. Les maisons noirâtres éparpillées ont été remplacées par des rangées de cottages canadiens préfabriqués, tous identiques, pimpants, à dominante gris clair montée sur pilotis. Le village est méconnaissable. Pour qui a séjourné dans ce village peuplé à l'époque soviétique ? La mutation sociale est manifeste aussi bien dans la modernité radicale de l'habitat que dans la fermeture du village traditionnel Yanaranaj. Le retour de la chasse à la baleine traditionnelle chez les autochtones à l'Orino en 2014, bien ce soit pour honorer une pratique ancienne, représente encore une réelle mutation. En effet, pour les Esquimaux, les Tchouktches et les Koryaks du littoral, la représentation en temps réel sans tricherie d'une activité traditionnelle ancestrale écologique, respectueuse, économe et dangereuse, il ne faut pas l'oublier, est un progrès comparé à l'insupportable boucherie de 1991. Rien à voir encore avec le massacre perpétré de 1947 à 1973 de 200 000 cétacés par les baleiniers usines dont le seul but était de récolter de l'huile de baleine pour lubrifier les moteurs de fusée. La chair était rejetée à la mer. 2. Mutation sibérienne. Konstantin Beklokov, les derniers éleveurs de rennes d'Evenki. Peuple étonnant que celui des Evenks, appelé naguère Tungus, considéré comme le plus important de Sibérie, non par le nombre, évalué à 37 800 membres, mais par l'immensité de son territoire qui s'étend de l'Aubé au Pacifique. Superficie explicable par l'activité de trappeurs nomades. Traditionnellement, la réniculture n'a pas pour objectif majeur la production de viande, mais le transport du chasseur, de sa famille, de son matériel et de son tchoum, abri temporaire. Le renne est monté, attelé, batté. Aussi, le cheptel était-il économique, réduit à 25 têtes. On est à l'opposé des pasteurs de la toundra au cheptel pléthorique. Tchouktch Koryak Even Nenet Santi-Semansi. Les nécessités politiques vont pousser le pouvoir soviétique à calquer l'orientation économique des Evenks sur celle des pasteurs de la toundra.
Le cheptel atteignit 64 400 têtes, 1964, orienté vers la viande, 1200 têtes en 1970. Des kolkhozes, on passa aux sovkhozes. Puis à l'économie de marché, à la privatisation, le cheptel descend à 5000, enfin à 3000 têtes. Surinda est maintenant le dernier village évenque à nomadiser, symbole vivant d'un type de réniculture étranger à sa propre culture de trappeur nomade de la taïga. Et pour combien de temps ? La mutation sociale forcée est-elle souhaitable ici ? L'alcool est le pire des remèdes, la Russie voudra-t-elle l'ignorer ? Anne-Victoire Charin, Le monde au-delà du monde. Histoire d'hommes de Zibline et de Tétras. L'auteur, en tant qu'anthropologue, ne peut qu'être tourné vers l'autre, l'autochtone que l'on veut comprendre pour vraiment le connaître. Or, celui-ci reste, ou du moins le pense-t-on, sourd, aveugle, muet, à la réalité soviétique dans le contexte de l'époque. Il donne l'impression d'être présent, sans l'être vraiment. Elle s'interroge alors, existe-t-il un espace primordial Urvelt, un monde premier où les autochtones trouveraient l'accord absolu du corps et de l'esprit ? Deux modèles nous sont offerts. D'abord, l'histoire poignante de Klavdia, une femme quête ayant subi toutes les frustrations inhérentes au système soviétique, nomade sédentarisée, arrachée à sa famille, à sa culture, à sa taïga. Le seul être vivant qu'elle aime comme sa fille et dont elle est aimée, c'est la Zibline qu'elle a apprivoisée qui disparaît. Elle l'a tuée. Elle avait préservé la mémoire de son premier monde, de son Urvelt. Or, la présence de sa Zibline, une messagère de là-bas, était trop explicite. Il lui était donc impossible de ne point la tuer. Enfin, un autre cas qui a accédé à la sphère des nantis soviétiques, un Khanty naguère initié au véritable savoir et à la langue de ses ancêtres ougriens. Bien qu'en apparence acquis au système, un jour il tire des tétras et dans un élan de complicité absurde aux yeux d'un non-initié, prononce les paroles rituelles que ses ancêtres prononçaient en pareilles circonstances. Il s'excuse auprès des oiseaux de les avoir abattus. Subtile présentation d'un autre monde d'intuition, de sensibilité, d'un Urvelt, ce monde premier qu'on étouffe parce qu'il est différent, c'est-à-dire naturel et dérange le désordre établi. Maurice Rossin, Russie, Sibérie et agriculture, le défi du siècle, produire et occuper l'espace. Les Français se souviennent de ce qu'on a pu gloser sur l'agriculture russe à l'époque soviétique. Incompétence, contraintes politiques, matériel agricole obsolète, conditions climatiques épouvantables, etc. Au point qu'être nommé ministre de l'Agriculture en URSS n'équivalait pas à une promotion, mais bien à une disgrâce. L'auteur a tôt fait de nous démontrer les avantages pour les deux parties d'une collaboration de l'Europe avec la République fédérée de Russie, dans le domaine agricole, tant d'un point de vue écologique qu'économique. La Sibérie représente la plus grande réserve au monde de tout. Les désastres de l'agriculture soviétique eurent pour cause découlakisation, collectivisation, bureaucratie au service de la pire des dictatures se comptait. Un problème quasi insoluble en l'état que la Russie aura à résoudre, et notamment en Sibérie à partir de 1990, la population du Far East sibérien passait de 9 millions à 6 millions d'habitants en 2009. Cet exode rural inquiète d'autant plus qu'il doit être corrélé avec la baisse de la démographie dans l'État, d'au moins 4 millions. Depuis 1992 sur 148 689 600, 2018 sur 144 530, annoncé 146 880 432, c'est commettre une mystification digne des soviets en incluant la population de Crimée et de Sébastopol que la Russie fédérée vient d'annexer. L'alcoolisme qui sévit comme jamais est en grande partie responsable de cette baisse démographique et de la destruction concomitante des familles russes. L'article de Maurice Rossin est convaincant, avec des perspectives économiques et agricoles aussi immenses qu'optimistes, mais comment repeupler ces terres plus prometteuses que promises, et par qui ? Les Européens, des Hollandais ? Excellents cultivateurs certes, mais sous quelles conditions ? Des Allemands ? Souvenir positif de Catherine de Russie, assombri par le Drangnach Osten, les Français ? S'exportent mal. Quant aux Chinois, les Russes haïssent les Asiates, la Horde d'or a laissé des traces. Christian Mallet, la lèpre en Sibérie, une mutation ? La lèpre n'est plus un problème de santé en Sibérie, comme elle le fut depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la première moitié du XXe siècle,
où elle avait sévi dans 2 foyers en Yakoutie et 2 autres le long du cours inférieur de l'Amour et sur l'île de Sakhaline. En Yakoutie, le premier cas de lèpre aurait été signalé vers 1765 chez des étrangers établis dans la région de Verne-Kolimsk, district de Haute-Kolyma, où la maladie avait commencé de se transmettre depuis de famille en famille. Ce n'est qu'en 1784 que le médecin-major M. Robeck fit le diagnostic de lèpre chez un père de famille, et la maladie se déclara à Sregdene-Kolimsk. Puis la maladie se diffusa dans la Kolyma, où en 1817 à 1821, le médecin Tomaszewski examina 20 malades de la lèpre. Le second foyer épidémique de la lèpre se trouva dans le district du Vildj. De l'avis du médecin Aouklonskij, qui y exerça pendant 12 ans, la maladie commença d'être connue à partir de l'année 1820. Un autre praticien, Erkroz, fut envoyé spécialement en mission à Villejuisk en 1827 pour confirmer qu'il existait bien là-bas un hôpital pour lépreux. On peut supposer qu'au moment de l'apparition de la lèpre dans le district de la Kolyma en 1765, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.